Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review la plus attendue de l'année, bien évidemment WrestleMania 35. Le show était absolument interminable comme d'habitude. Mais bon, on va pas c'est pas maintenant que je vais commencer à parler en négatif sur ce show. Comme d'habitude, je vais développer mon avis sur le show en entier. Ne soyez pas étonnés en voyant la durée de la vidéo. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas la durée de la vidéo, c'est logique, je ne peux pas savoir. Mais soyez pas étonnés, quand vous voyez le nombre de matchs qu'il y a, c'est normal. Même en essayant d'être rapide, en essayant d'être speed, t'es obligé d'avoir une vidéo qui dure minimum 35-40 minutes. Donc je m'excuse d'avance pour la longueur de cette vidéo, mais je peux pas vraiment faire autrement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de vraiment aller très très vite sur certains matchs. Et voilà, on va commencer déjà comme d'habitude par la présentation du show. Donc WrestleMania se tenait donc le 7 avril 2019, c'était à East Rutherford, New Jersey, plus précisément au MetLife Stadium, qui avait déjà accueilli WrestleMania 29 en 2013. La tendance était de 82 265 spectateurs, chiffre donné par la WWE. On sait qu'ils adorent gonfler leurs chiffres, donc je pense que c'est pas réellement le chiffre officiel, mais c'est pas très important. On va attaquer le pré-show. Il y avait 4 matchs dans le pré-show. Le premier donc c'était pour le titre Cruiserweight et assez étonnant, victoire de Tony Nese donc qui bat Buddy Murphy, nouveau champion Cruiserweight. Je vais pas vous mentir que ça m'en touche l'une sans faire bouger l'autre. Je ne suis pas 205 live donc au final j'en ai un petit peu rien à foutre. Après, le match en lui-même était cool. Voilà, c'était un bon match pour du pré-show. Donc là-dessus, c'était cool, il n'y avait rien à dire. Ensuite, on a eu la bataille royale féminine, remportée par Carmella, qui a éliminé Sarah Logan en finale. Moi, j'avais misé sur Mandy Rose, donc assez étonnant qui donne ça à Carmella. Après, je ne vais pas vous mentir que ça ne va pas m'empêcher de dormir. On sait très très bien que celle qui va remporter cette bataille royale, ça va pas changer sa vie, ça va pas changer sa carrière. Donc voilà, victoire de Carmella, j'en pense pas grand chose. Le match en lui-même était franchement pas très intéressant. Il n'y a pas eu de moment marquant. Ensuite, pour les titres par équipe de Monday Night Raw, là on a eu un petit événement avec la victoire de Kurt Hawkins et Zack Ryder qui ont donc battu de Revival. Ça y est, la série de défaites de Kurt Hawkins prend fin à WrestleMania. C'était un bon petit moment, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un moment plutôt fun. Le public était à fond derrière Kurt Hawkins, donc c'était plutôt sympa. Dash Wilder s'est pris des petites pop, notamment pour la droite qu'il a mis au Rasta, qui s'est introduit sur le ring du Hall of Fame en attaquant Bret Hart. Donc ça c'était fun aussi. Mais sinon voilà, c'était un match plutôt sympa, victoire donc de Kurt Hawkins et Zack Ryder, moi ça me fait plaisir, je trouve que c'était un moment plutôt sympa. Et enfin la André the Giant Memorial Battle Royale, victoire de Braun Strowman qui élimine les deux guignols du Saturday Night Live. J'en pense pas grand chose, ça ne m'intéresse pas, et je vais tenir le même discours que pour les femmes, ça va pas changer la carrière de Braun Strowman, donc voilà, on s'en fout un petit peu. Maintenant, on va attaquer le show principal, donc forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et on a ouvert donc ce WrestleMania avec la guest host, à savoir donc cette année Alexa Bliss, qui a dit qu'en gros, grosso merdo, si elle voulait nous donner un WrestleMania moment, elle avait juste à claquer du doigt. Et donc elle a dit, justement, regardez, elle a claqué du doigt, et donc on a le Hulkster, Hulk Hogan, qui est venu pour ouvrir le show. Donc ils ont fait les posts de Hulk Hogan, voilà, le public était à fond. Voilà, c'était pas incroyable, c'est pas le meilleur opening de l'histoire de WrestleMania, mais ça fait le taf, c'était sympa, voilà, ça se laisse regarder. Par contre, ce qui a suivi là-dessus, c'était très très étonnant, et là pour le coup, c'était un vrai WrestleMania moment, puisqu'on a Paul Heyman qui est arrivé en furie sur le ring, et c'est vrai que quand tu vois arriver Paul Heyman au tout début du show, tu commences à te poser des questions, tu te dis, attends, mais ils vont quand même pas faire le match pour le titre Universal dès maintenant, ce serait quand même très très surprenant. Et en fait, si. Donc, le match pour le titre Universal, opener de WrestleMania, donc ça, c'est quand même très très couillu. Et là, très clairement, il y avait deux solutions. Soit tu donnais le titre à Rollins, et là, c'était énorme. Soit tu laissais Lesnar champion, et tu avais sûrement un public totalement désintéressé pendant une grande partie
de la suite du show. Donc c'était très très couillu. Si jamais il donnait la victoire à Lesnar, c'était limite du suicide, hein, on va pas se mentir. Donc on a eu le match, donc Rollins contre Brock Lesnar. À savoir que techniquement le match a duré 2 minutes 30. Mais moi on va dire que j'ai compté l'attaque de Lesnar avant. Moi je considère ça comme partie du match en fait. Puisque Lesnar n'a pas laissé le temps à Rollins de se préparer, hein. En fait, Lesnar l'a attaqué avant même que la cloche ne sonne. Et donc, du coup, voilà, Lesnar a démonté Rollins en bonne et due forme. Vraiment, il l'a défoncé. F5 à l'extérieur du ring, enfin, il l'a vraiment défoncé. Finalement, donc ensuite, l'arbitre demande à Rollins s'il est chaud pour reprendre le match, enfin, commencer le match. Rollins lui dit bah ouais, bien sûr, mec. Donc le match commence, début de match totalement à l'avantage de Brock Lesnar. Tu te dis, putain, ils vont quand même pas faire un squash, ce serait quand même limite suicidaire de faire ça. Et finalement, à un moment donné, on a Lesnar qui est poussé par Rollins sur l'arbitre. Et là, on a Rollins qui nous fait une Nakamura, un remonté dans les roubignoles de Lesnar. Et derrière, il enchaîne avec des super kicks dans la tronchetasse de The Beast. Et il enchaîne avec le curb stomp. Victoire donc de Seth Rollins au bout de 3 curb stomp quand même, faut le préciser. Donc victoire de Seth Rollins qui bat Brock Lesnar en opener de WrestleMania. C'était vraiment très étonnant, très couillu de la part de la VE. Je pense que personne l'avait pronostiqué. Moi j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé parce que du coup c'est inattendu et c'est ce que t'aimes en fait à WrestleMania, avoir des surprises, être totalement surpris et là c'est le coup, là c'est le cas. Là honnêtement c'est le cas, ça a totalement mis le public dans l'ambiance de WrestleMania direct. Puis bien évidemment je pense que vous connaissez mon amour pour Brock Lesnar, donc très content du résultat. Seth Rollins champion, j'espère qu'il aura un règne pas dégueulasse. Et pour ce qui est de la note, forcément j'ai pas mis une note incroyable, hein, on n'a pas eu le meilleur match de championnat du monde poids lourd de l'histoire. Cela dit, voilà, j'ai bien aimé l'attaque de Lesnar avant le match. Du coup j'ai mis pile la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. Mais encore une fois, merci Rollins, c'était un superbe moment. Ensuite, on va attaquer avec peut-être pour beaucoup peut-être le réel opener de ce WrestleMania. C'était AJ Styles contre Randy Orton. C'était un bon choix de mettre ce match juste derrière. Le match a duré 16 minutes, donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Et pour ce qui est du match en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, maintenant, je vais pas vous mentir que j'en attendais plus. Et j'ai vu que j'étais loin d'être le seul à penser ça. Le match est pas mauvais, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que j'en attendais plus, en fait. Je m'attendais à des spots plus marquants. Pour moi, il y a eu très peu de spots vraiment marquants dans ce match. A noter quand même que Styles s'est dégagé d'un RKO out of nowhere. Donc ça, j'étais assez surpris pour le coup. Je pensais vraiment que le RKO allait faire le boulot. Finalement, ce qui s'est passé à la fin du match, on a eu un phénoménal forearm de la part de Styles sur Orton à l'extérieur du ring. Donc, il le remet dans le ring, lui met une guillotine sur une tentative de RKO avec la corde et enchaîne derrière avec le phénoménal forearm pour la victoire donc de AJ Styles. Donc ça me surprend pas, c'est ce que j'avais pronostiqué. Cela dit, voilà, moi je pense que la rivalité va continuer entre les deux. Le prochain pay-per-view c'est Money in the Bank. Donc reste à voir s'ils seront dans le Money in the Bank ladder match ou s'ils auront un match à part. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais le match m'a un petit peu déçu. C'était un bon petit match, mais j'en attendais plus quand même. Du coup, pour la note, j'ai mis 7 sur 10. Et puis, voilà. Ensuite, on avait un match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc, on avait les Usos contre Aleister Black et Ricochet, Rusev et Shinsuke Nakamura. Et enfin, The Bar. Le match a duré 10 minutes, donc c'est exactement ce que je vous avais dit justement dans ma preview de Mania. Voilà, le match, honnêtement, je ne vais pas y rester très longtemps dessus. Pour moi, le match a totalement rempli son job, c'est-à-dire que c'est parti dans tous les sens. Le match n'avait pas besoin pour moi de durer forcément plus longtemps. C'était vraiment très plaisant. Voilà, il y a eu une succession de prises. Il n'y a pas eu de botch notable, en tout cas, j'en ai pas relevé. C'était vraiment très agréable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. Victoire par contre des Usos. En fait, à la fin, on a une succession de prises de tous les catcheurs. Ils viennent tous mettre leurs petites prises. Et en fait, à la fin, on a un double splash des Usos directement sur Sheamus. Donc pour la victoire des Usos qui reste champion par équipe de SmackDown.
Donc étonnant, hein, moi je pensais vraiment que ça allait être Ricochet et Aleister Black. Donc moi ça me dérange pas, voilà, moi ça me dérange pas, les Usos sont pas champions depuis très longtemps, et puis de toute façon les Usos champions par équipe, bah ça fait tout le temps le taf. Donc moi ça me dérange pas, c'est pas un résultat qui me dérange. Pour la qualité, bah pour moi je vous le dis, pour moi c'est l'un des meilleurs matchs de ce Mania. Du coup j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, on avait le Falls Count Anywhere match entre Shane McMahon et The Miz. Le match a duré 15 minutes et je vais être franc avec vous, j'ai eu l'un des plus gros fous rires depuis que je suis fan de catch, à cause ou grâce, c'est comme vous le voulez, grâce au père du Miz. Je n'ai rien contre lui vraiment, mais je sais pas, sa tête me fait rire. Euh, j'ai pas d'explication réelle. Et quand en fait il est monté sur le ring pour vouloir se battre, et même avant, quand il faisait une tête vénère, j'étais absolument mort de rire. Mais quand je vous dis mort de rire, c'est vraiment j'en chialais de rire. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer dans le début du match, vraiment. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon Twitter ma photo de profil. Vous comprendrez pourquoi j'adore le père du Miz. Mais au-delà de ça, voilà, en laissant de côté ça, avec le père du Miss, tout ça, bah, moi j'ai trouvé ce match vraiment très cool. Honnêtement, vraiment, ils ont été dans le public, il y a eu des spots vraiment bien fun. À un moment donné, ils ont été faire un petit coucou à Christophe Ajus et Philippe Chéreau. J'ai bien aimé d'ailleurs le spot où Shane tombe sur une sorte de petite voiture et ensuite il tombe du toit directement à terre. J'ai trouvé ça quand même bien violent, ça paraissait quand même bien violent. Et puis on va revenir directement à la fin du match en fait avec une souplex de la part du Miz sur Shane dans le décor. Enfin, je sais pas vraiment comment je peux dire ça autrement. C'est assez étonnant parce que d'habitude c'est toujours Shane qui prend les prises de risque et là pour le coup c'est le Miz qui les a pris. Et du coup voilà, c'était cool. Moi j'ai trouvé que c'était un bon spot pour clôturer ce match. Et en fait, sans même le vouloir, en fait on a Shane qui fait le tombé sur le Miz, mais vraiment limite il l'a même pas fait exprès. Et du coup victoire donc de Shane McMahon là-dessus. Personnellement je trouve que c'est un booking bon, intelligent. Du coup je pense que la rivalité entre les deux va continuer, notamment lors du prochain show, à savoir Money in the Bank. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une nouvelle stipulation ce coup-ci avec des armes entre les deux catcheurs. Avec ce coup-ci certainement une victoire du Miz pour venger Papa Mizu. Mais tout ça pour dire que voilà, ce match, j'en attendais pas grand-chose, la vérité. Et j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était un match vraiment qui est passé crème. Victoire donc de Shane McMahon, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Ensuite, on arrive avec le Fatal 4-Way pour les titres féminins par équipe de la WWE. On avait donc les championnes Sasha Banks et Bayley contre The Iconics, Natalia et Beth Phoenix et Tamina et Nia Jax. Le match a duré 11 minutes. C'était pas spécialement dingue, c'est sûrement le moins bon match de la première partie du show. C'était pas ouf, c'était pas non plus horrible, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'était un peu brouillon, il y a eu quelques botches par-ci par-là, c'était pas non plus des botches monumentales, hein, attention, mais voilà, tu sentais quand même que c'était en dessous d'un cran par rapport à ce qu'on a eu avant. Victoire par contre des Iconics. Alors en plus de ça, c'est ce que je vous avais dit justement dans la vidéo. Pour moi, s'il y avait une équipe qui devait devenir nouvelle championne, c'était celle-là qui avait le plus de chance en fait. C'est pas un résultat qui me fait plaisir parce que je n'aime absolument pas The Iconics. Encore Peyton Royce dans un ring, ça va, mais Billie Kay, je ne peux pas. Leur personnage, je ne peux pas non plus. Mais voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a un glam slam de la part de Beth sur Bayley du haut de la troisième corde, donc un super glam slam. Et en fait, on a Billie Kay et Peyton Royce qui la dégagent à l'extérieur du ring et font le tomber. Donc, victoire totalement volée, hein, opportuniste de la part de Billie Kay et Peyton Royce. Donc, nouvelle championne par équipe de la WWE. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'elles vont pas rester championnes trop longtemps. Faut peut-être pas non plus déconner. Pour ce qui est de la qualité du match, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Mais alors vraiment, mais rien de plus. J'ai trouvé quand même que c'était un peu brouillon. Donc pour la note, eh bien, j'ai mis 5,5 sur 10.
Ensuite, on enchaîne avec l'un des matchs, peut-être même le match le plus attendu de ce WrestleMania. C'était pour le WWE Championship. On avait forcément Daniel Bryan, le champion, contre Kofi Kingston, le héros de la nation. Le match a duré 24 minutes et pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. J'ai vraiment bien aimé ce match. Voilà, il y avait vraiment. Ça marchait du feu de Dieu, c'est-à-dire que Daniel Bryan était sifflé pour les bonnes raisons et Kofi était applaudi pour les bonnes raisons. Le public avait réellement envie de voir ça, c'est-à-dire voir Kofi champion. Et c'est ce qu'ils ont eu, en fait. C'est-à-dire que Daniel Bryan a tenté vraiment toutes ses techniques pour remporter ce match, notamment le running high knee. Kofi s'est dégagé. Il a tenté plusieurs fois le label lock, qui lui a permis notamment de remporter beaucoup de titres très importants, notamment dans le main event de Mania 30. Mais là, ça n'a pas suffi. Là, Kofi Kingston, il était vraiment en mode warrior, c'était Terminator, il ne voulait rien lâcher. Et finalement, victoire de Kofi Kingston qui l'emporte avec le Trouble in Paradise. Incroyable. Incroyable. Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, mais j'ai jamais été à fond sur Kofi Kingston comme la plupart des gens. Je sais que Kofi, c'est un catcheur qui est très très apprécié. Moi, j'ai jamais été à fond sur lui comme certains, mais force est de constater que c'était un excellent moment. Voir le New Day célébrer à trois, c'est-à-dire Biggie, Xavier Woods et Kofi, c'était un beau moment parce que l'air de rien, ces trois mecs-là, c'est un petit peu leur victoire à tous. C'est pas seulement la victoire de Kofi, c'est la victoire du New Day. Et cette équipe, quand on y pense 2 secondes, quand tu vois les débuts qu'ils ont fait, si tu me disais qu'en 2019, ils seraient toujours ensemble, ce qui est déjà quand même dingue, et que Kofi deviendrait champion, que ce serait limite leur victoire, je ne l'aurais mais jamais cru. Parce qu'il faut se rappeler de leur début, mais les mecs étaient sifflés partout. Quand tu voyais le personnage, tu te disais mais c'est quoi cette merde, le pouvoir de la positivité, qu'est-ce que c'est que cette merde, ça ne va jamais marcher. Moi je me souviens la première promo que j'ai vue, je me suis dit mais ces mecs-là ils vont dans le mur. Et c'est même le Big Show, je me rappelle, il y avait une news qui avait circulé, comme quoi le Big Show avait dit en fait à Kofi, qu'est-ce que tu fais avec ces mecs-là? Ils vont te tirer vers le bas, demande à Vince d'essayer de ne plus être avec eux. Et au final, eh ben voilà, c'est vraiment leur victoire en fait, cette victoire de Kofi, c'est la victoire du New Day, c'est la récompense de 11 ans de travail acharné, et c'était un très très beau moment, et je suis pas quelqu'un qui lâche des larmes facilement, mais je peux vous mentir que j'avais une petite larme à l'œil qui était en train de monter, c'était vraiment un très très beau moment, le match en plus de ça était vraiment cool, donc pour la note, eh bien, j'ai mis 8,5 sur 10, donc eh bien, bravo le New Day, bravo Kofi, maintenant, what's gonna happen next? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Euh, j'ai beaucoup envie, franchement, de voir Kofi Kingston contre Biggie pour le WWE Championship. Est-ce que ce sera dès Money in the Bank? Est-ce qu'ils vont attendre plutôt SummerSlam? Je ne sais pas. Ils vont peut-être plutôt attendre SummerSlam. On risque sûrement de se retaper Kofi contre Bryan à Money in the Bank. Mais si c'est le cas et qu'on part vers un Biggie Kofi à SummerSlam, perso, ça me dérange absolument pas. Donc, pour la note, eh bien, j'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec, alors là, on passe vraiment du coq à l'âne. C'était donc pour le titre US, on avait Samoa Joe, le champion contre Rey Mysterio. Pas de Dominique pour accompagner son père, donc ça c'était assez surprenant. Et donc le match a duré 1 minute. Oui, oui, 1 minute. Chaque année à Mania, il y en a au moins un de match qui est vraiment hyper rapide. Et ben là, pour le coup, c'était celui-là. Victoire donc de Samoa Joe qui conserve le titre US avec la Coquina Clutch portée sur Mysterio. Certains ont été étonnés de la durée du match. C'est vrai que Mysterio apparemment serait un peu blessé. Donc ceci expliquerait cela. Et la vérité, moi ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé ce squash de Joe. Pourtant j'avais misé sur une victoire de Mysterio. Moi ça me dérange pas. Samoa Joe dans le roster principal, il n'a pas été spécialement super bien booké, hein, on va pas se mentir. Et une victoire comme ça contre Mysterio, ça peut que lui faire du bien. Donc voilà, ce résultat ne me dérange pas. Bon, par contre, pour la note, forcément, j'ai pas pu mettre une très bonne note, j'ai mis 1 sur 10. Mais cette décision de faire un match aussi court entre les deux,
je la comprends et ça ne me dérange pas. Et là pour moi, on arrive à la deuxième partie du show, celle qui est beaucoup moins bonne. C'est mon avis encore une fois, hein, je vous le donne. Hein. On va commencer avec Roman Reigns contre Drew McIntyre. C'était le premier match de Roman Reigns dans un pay-per-view en 1v1 depuis son retour de leucémie. Drew McIntyre qui s'en était pris au Shield en disant qu'il allait le briser et tout le machin. Le match a duré 10 minutes, donc déjà j'étais quand même assez étonné de la durée de ce match. Et j'ai également été déçu en fait de la qualité du match. Je m'attendais à un match de bourrin entre les deux. On a quand même Roman Reigns et Drew McIntyre, deux catcheurs poids lourds. Quand tu vois l'histoire, la rivalité autour de quoi elle tourne, je me suis dit, à mon avis, les mecs ils vont se rentrer dedans, ça va être un bon gros match de poids lourd à l'ancienne, bien bien cool. Et en fait, bah non, j'avais l'impression d'être à Raw. J'avais pas l'impression que c'était un match à WrestleMania en fait. Et c'est dommage, la vérité c'est dommage. Donc, victoire de Roman Reigns, qui enchaîne un Superman Punch avec un Spear. J'avais l'impression d'être dans un live event, sans déconner. J'avais l'impression de revoir le live event à Lille en 2017, sans déconner. Donc voilà, victoire de Roman Reigns sur Drew McIntyre. Pour moi, c'est l'une des déceptions de la soirée. J'en attendais quand même plus. J'ai mis 5,5 sur 10 parce que pour moi, les deux devaient nous... Parce que pour moi, c'est beaucoup trop light. J'en attendais quand même beaucoup plus de ces deux catcheurs. Ensuite, très très rapidement, je vais pas m'y attarder très longtemps, on avait le concert de Elias. Et en fait, ce qui a été très très intéressant, en fait, c'est qu'il s'est fait couper, non pas par l'Undertaker, mais par le Doctor of Thuganomics, John Cena rétro. Donc c'est peut-être une époque que beaucoup de fans de catch n'ont pas connue. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai commencé fin 2007, donc c'est pareil, je l'ai pas réellement connu comme ça. Mais ça a fait plaisir de retrouver ce Cena de retour aux sources, en mode rappeur, en mode rap contenders. Il a d'ailleurs bien taillé Elias, c'était bien drôle. Et la vérité, j'ai trouvé ce segment mais 100 fois mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière avec John Cena, le Taker, Elias. J'ai trouvé ça mais 100 fois mieux. Ça a réveillé le public qui était en train un petit peu de dormir. Non, là pour le coup, honnêtement, j'ai rien de négatif à dire là-dessus. C'était vraiment un bon moment. Ça a fait plaisir aux fans rétro et pour également ceux qui aiment bien cette gimmick en fait. Donc là-dessus, j'ai rien à dire de négatif. Ensuite, on enchaîne avec un match très très attendu. C'était le No Holds Barred match entre Batista et Triple H. Le match a duré 24 minutes. Je vais pas passer par quatre chemins, pour moi c'était trop long. Batista n'a plus catché depuis 2014. Triple H n'est plus un catcheur à temps plein et commence à être sur le déclin. Ça se voit lors de ses dernières performances. Quelle idée! Mais quelle idée de leur donner 24 minutes. Alors je sais, c'est le dernier match de Batista à la WWE, mais même quand il était catcheur à temps plein, il faisait rarement des matchs de cette durée-là. Quelle idée d'avoir fait un match aussi long entre les deux. Et pour moi, honnêtement, si tu leur laissais genre un 15 minutes, mais vraiment pas plus, ce match aurait été 100 fois plus buvable. Moi, je me mettais à la place des gens qu'on n'avait rien à foutre de la fin de carrière de Batista, parce que oui, je veux dire, il y a tous les goûts dans la nature. Moi, personnellement, Batista, c'est un catcheur que j'ai toujours apprécié, mais il y a des gens qui l'aiment pas spécialement, Batista. Moi, je me suis mis à leur place, à ce moment-là du show, il était 5 heures du matin, ça faisait déjà 6 heures en comptant le pré-show de catch d'affilée. Putain, ils ont dû être à deux doigts de s'endormir. Et je suis certain qu'on en a perdu à ce moment-là. Et c'est vraiment dommage. La vérité, c'est dommage. En plus, le début du match était réussi. On avait Triple H en mode Randy Orton contre Jeff Hardy à Hell in a Cell avec sa petite trousse d'outils. Le mec était vraiment en mode psychopathe. C'était le cérébral assassin, hein, comme son surnom. Batista, carrément, il lui a enlevé son anneau du nez avec une pince. Putain, ça, c'était quand même bien violent. Le mec, carrément, Batista saignait du nez. Donc c'était cool, le début du match était réussi. Mais après, c'est parti beaucoup trop loin, c'était beaucoup trop long. Il y a eu quelques spots sympas. Mais entre chaque prise, il y avait au moins 30 secondes, 40 secondes de temps mort. Parce que les deux mecs étaient KO, surtout Batista. Et donc ils étaient obligés de retrouver leur respiration.
Et du coup, le match, il était lent, mais lent. J'avais l'impression que sur le network, quelqu'un m'avait mis la vitesse en mode 0,5. C'était hyper lent. Et c'est vraiment dommage. La vérité, c'est vraiment dommage. Et pour ce qui est du spot final, eh bien, en fait, on a eu un coup de Sledgehammer de la part de Triple H qui derrière enchaîne avec le pedigree, donc victoire de Triple H sur Batista. Donc, ben, non, ce n'est pas la fin de carrière pour Triple H, mais sans vouloir lui manquer de respect, va peut-être falloir commencer à y penser quand même parce que tu sens quand même que le mec est vraiment sur la fin. Fin de carrière donc pour Batista. Par contre, alors là, j'ai vraiment été déçu. Il a même pas eu le temps de se lever et d'avoir une standing ovation de la part du public. J'ai trouvé ça quand même vraiment décevant. J'étais vraiment déçu devant mon écran parce que Batista, moi, c'est mon premier catcheur préféré. C'est quand même pas n'importe qui. On parle pas de Baron Corbin, on parle de Batista, un mec qui a gagné 2 Rumble, qui a été 6 fois champion du monde, qui a fait partie de l'évolution, qui a main eventé WrestleMania contre Triple H. Euh, voilà, j'ai vraiment été déçu là-dessus, par contre, je vous le dis franchement. Mais le match en lui-même, ouais, c'était quand même dur à regarder, je vais pas vous mentir. Pour la note, j'ai mis 5 sur 10. Peut-être que certains vont me trouver gentil. Voilà, il faut aussi se mettre à la place des catcheurs. Les deux mecs, tous les deux, ont plus de 50 ans. Et bah, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est plus des mecs actifs. Batista, ça fait 5 ans qu'il n'a pas catché. Bon voilà, j'ai été généreux, j'ai mis 5 sur 10. Je me suis dit, je vais quand même mettre la moyenne. Ensuite, on enchaîne avec l'avant-dernier match de la soirée. C'était Baron Corbin contre Kurt Angle. Donc non, pas de John Cena pour venir remplacer le Baron. Hein. C'était bien le Baron qui était là. Le match a duré 6 minutes. Et finalement, c'est une victoire de Baron Corbin. Après avoir esquivé le moonsault de Kurt Angle. En même temps, quelle idée de faire un moonsault, sans déconner. Et derrière, en fait, il enchaîne avec le End of Days. Donc pour la victoire du Baron. Voilà, je trouve que c'est une fin de carrière ratée entre guillemets pour Kurt Angle. Je pense qu'il méritait quand même beaucoup plus prestigieux que d'affronter Baron Corbin, sans déconner. Après voilà, le match en lui-même était pas non plus, enfin, c'était pas ouf, hein, mais après ça fallait s'y attendre. J'ai mis 4 sur 10. Et voilà, ensuite on a Kurt Angle qui a voulu remercier le public et leur a demandé de chanter une dernière fois You Suck au rythme de sa musique. Et là aussi, je vais pas vous mentir que j'étais ému parce que bah, Kurt Angle, c'est pareil. C'est pas un catcheur que j'ai réellement connu à la WWE. Moi, quand j'ai commencé à regarder, il était déjà plus là. Mais j'ai vu ces matchs qu'il a fait en 2006, en 2004, en 2005 contre les Michaels, les Taker, les Stone Cold, contre les Eddie Guerrero. J'ai vu ces matchs à la TNA qui sont vraiment très très bons aussi, notamment contre Styles, contre Samoa Joe. Ces matchs de cage notamment contre Desmond Wolfe. Le mec, c'est une putain de légende et je vais pas vous mentir que ça m'a quand même touché parce que voilà, le mec, c'est un sacré catcheur. Et les jeunes fans de catch qui n'ont peut-être pas connu Kurt Angle, qui n'ont peut-être pas vu ses matchs quand il était 14 ans plus jeune, 10 ans plus jeune, ils vont peut-être pas être touchés, mais je conseille à ces fans-là d'aller voir ce qu'ils faisaient avant parce que c'était quand même quelque chose. Donc ben voilà, merci pour tout Kurt Angle. Bon vent. J'espère qu'on le reverra de temps en temps avec la WWE. Et puis bah, pour la note du match, j'ai mis 4 sur 10. Ensuite, on arrive avec l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le titre intercontinental. On avait donc Bobby Lashley contre le Demon Finn Balor. Le match a duré 4 minutes. J'ai mis victoire de Finn Balor après une powerbomb de ce dernier enchaîné du coup de grâce. Donc nouveau champion intercontinental Finn Balor, il n'y avait absolument aucun suspense. Dès que Balor se ramène en démon, tu sais que le mec a automatiquement gagné. Le mec utilise un cheat code, un petit peu comme dans GTA. Donc tu sais que le mec a gagné d'avance. Cela dit, c'est dommage parce que le match a été très court. Du peu que j'en ai vu, il y a quand même eu des spots bien sympas. Et je suis persuadé qu'en leur laissant 3 fois plus de temps, avec un Bobby Lashley plus résistant face au Demon King Finn Balor, je suis persuadé que les deux auraient pu nous donner un match de qualité. Mais bon, c'est comme ça. Victoire du Demon King, nouveau champion intercontinental. Pour la note, eh bien, j'ai mis 3 sur 10.
Et enfin, le main event, c'était le Triple Threat match pour le titre, pour les titres féminins de Raw et SmackDown du côté des femmes. Becky Lynch contre Ronda Rousey et Charlotte Flair. Le match a duré 21 minutes. On a Charlotte Flair qui est arrivée en hélicoptère. On a Ronda Rousey qui a eu son thème joué par la chanteuse. Et on a Becky Lynch qui est arrivée. C'est la seule qui avait rien de spécial. Donc le match a duré 21 minutes. J'ai regardé le show en direct à ce moment-là. Le match venait de commencer, il était 6 heures du matin. C'était vraiment très dur. Vraiment très dur de regarder ce match en étant concentré. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match sans vouloir m'y attarder très longtemps? J'ai trouvé quand même que c'était un peu brouillon. Il y a eu quelques enchaînements sympas. Il y a quand même eu pas mal de tentatives de prise de soumission qui étaient la plupart du temps contrées. Mais j'ai trouvé un peu le match un peu brouillon. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je m'attendais à mieux. Voilà, j'ai été déçu pour ce main event entre ces trois-là. J'ai été déçu. Le match reste quand même correct, mais j'en attendais plus de ces trois-là. Finalement, sans grande surprise, c'est Becky Lynch qui devient championne. Là-dessus, il n'y avait pas vraiment de suspense, avec un roll-up par contre totalement botché sur Ronda Rousey, puisqu'en fait au compte de 1, il y a les épaules de Rousey qui se relèvent, et au compte de 2, elles sont à nouveau sur le ring. Donc en fait, il y a juste eu un compte de 2, pas un compte de 3. Et d'ailleurs, la VE, quand ils ont montré les replays, ils n'ont pas montré le compte de 1. Donc ça montre bien qu'ils ont totalement... c'était un botch. Et c'est quand même chaud, parce qu'on quitte WrestleMania sur un botch quand même grave. Là, on parle du tombé final. Ça fait quand même tâche. D'ailleurs, c'est pas impossible que Ronda Rousey en joue ce soir à Raw en disant je me suis fait voler, c'est la VAR, Becky Lynch c'est le PSG, moi je suis Guingamp, je suis arnaqué, ouin ouin ouin. C'est pas impossible qu'elle parte là-dessus, mais le match en lui-même, je peux pas vous mentir que j'ai été déçu. En fait, j'en attendais plus, mais ça reste quand même un match plutôt sympa pour terminer ce WrestleMania. Donc, pour la note, eh bien, j'ai mis la note de 7 sur 10. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,58 sur 10, ce qui ne reflète pas spécialement ce que je pense de ce WrestleMania. Moi, ce que j'ai pensé, mon avis global sur ce show, c'est que j'ai le même constat que ces dernières années. Pour moi, ce show a été trop long. C'est-à-dire que, imaginez 2 secondes, t'es américain, t'es au MetLife Stadium, t'arrives dans la salle à 16h, début du pré-show, tu quittes la salle, il est presque minuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hyper long, sachant que avant de pouvoir rentrer dans le stade, tu dois facilement faire, je pense, 2 heures de file d'attente. Donc les mecs, de 14h jusqu'à minuit, ils sont là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est hyper long. Déjà que chez nous, c'est long, mais au moins quand tu es devant ton PC, tu peux aller te faire à bouffer, tu peux aller chercher quelque chose, tu peux t'occuper. Là, quand tu es dans la salle, ça doit être interminable. Donc, moi, j'en ai ras-le-bol de partir de cette logique de c'est le WrestleMania, il faut mettre absolument tout le monde sur la carte. Non, moi j'en ai ras-le-bol. Pour moi, honnêtement, dans la dernière partie du match, tu peux facilement enlever 2-3 matchs et la qualité du show en aurait été que meilleure. Par exemple, est-ce qu'on avait vraiment besoin du Demon King contre Bobby Lashley? Je pense pas. Samoa Joe contre Rey Mysterio? Je pense pas non plus. Donc voilà. Cela dit, donc, pour moi, c'est la dernière partie du show qui fait tâche. Parce qu'en fait, après le Kofi Bryan, il y a beaucoup de matchs OSEF. Il y a beaucoup de matchs qui intéressent pas spécialement beaucoup les fans. Reigns McIntyre, ça a été décevant. Corbin Angle, décevant. Le match pour le titre IC, à ce moment-là du show, tu t'en fous un petit peu, je vais pas vous mentir. Et c'est dommage parce que la première partie du show, elle est vraiment très très bonne. Je dirais même les 2 tiers du show sont vraiment de très très bonne qualité. Pour moi, jusqu'au Mysterio Joe, c'est vraiment l'un des meilleurs WrestleMania de ces dernières années, sans aucun problème. Vraiment, mais sans aucun problème. Et malheureusement, la dernière partie du show fait un peu tâche. Mais
globalement, si tu me demandes qu'est-ce que tu as pensé de WrestleMania 35, bah pour moi ça reste un bon show, trop long, mais c'est quand même un bon show. Il y a quand même pas mal de bons moments dans ce show. C'est ce qu'on demande dans le WrestleMania. Quand tu demandes qu'est-ce que tu attends dans le WrestleMania, bah t'attends des bons matchs et t'attends des moments marquants. Et pour le coup, pour moi, là pour le coup, on a eu les deux. Donc voilà, c'est un show que j'ai apprécié. J'ai préféré ce WrestleMania par exemple à celui de l'année dernière. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous connaissez mon avis sur WrestleMania 35, donc bah maintenant c'est à vous de jouer. J'attends de connaître votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view? Quels sont les matchs que vous avez préférés? Quel est pour vous le pire match de ce pay-per-view? Qu'est-ce que vous avez pensé des différents résultats de ce show? Et puis ben, on se retrouve très très rapidement sur la chaîne puisqu'on a le Raw et SmackDown post-WrestleMania. Donc je vais rien vous promettre, mais c'est possible que je fasse des vidéos là-dessus. Et de toute façon, il y a la review de NXT TakeOver New York qui arrivera assez rapidement sur la chaîne. Et ce coup-ci, promis, elle arrivera beaucoup plus rapidement que celle du TakeOver de début d'année, que je n'ai d'ailleurs toujours pas sorti et qui sortira sur la chaîne, je vous le promets. Et puis bah voilà, bah écoutez, on se retrouve donc bah, très bientôt pour la suite de la chaîne. Et puis bah moi je vous souhaite un bon début de semaine. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde!